Excellences, Mesdames et Messieurs, honorables invités, chers partenaires et amis de la République démocratique du Congo, mes très chers compatriotes, à l'heure où l'Organisation des Nations Unies, notre dispositif pensé et conçu pour le maintien de la paix et de la concorde dans l'humanité, ouvre la 80e session ordinaire de son Assemblée générale, la République démocratique du Congo, mon pays, a souhaité porter dans ce cadre la voix d'un peuple meurtri qui réclame vérité et justice. À l'instar de celui organisé à Genève, l'événement parallèle de ce jour se veut être un espace de parole utile pour éclairer les consciences et mobiliser les bonnes volontés éprises de justice et d'humanité et engager contre tout déni de ces valeurs fondamentales. Il est indéniable que depuis plus de 3 décennies, et ce ne serait jamais trop de le rappeler à chaque occasion, à chaque conscience, nos populations payent un tribut humain insoutenable. Familles décimées, villages rayés de la carte, communautés déportées ou forcées à la disparition en raison de leur identité pour permettre l'implantation de populations étrangères qui héritent illégalement de leurs terres, autorités traditionnelles réduites au silence absolu et remplacées par des lignées étrangères entraînant une désarticulation identitaire, femmes et enfants brisés. Ces crimes planifiés et systématiques dans leur modus operandi relèvent pour certains actes de la logique et de l'intention génocidaire. Trop souvent, ces tragédies ont été minimisées, relativisées, parfois niées. Nous sommes ici pour briser ce silence, lever le voile et appeler solennellement à la reconnaissance internationale des génocides perpétrés sur le territoire congolais, condition d'une justice qui répare et d'une paix qui dure. Notre plaidoyer se fonde sur des assises juridiques incontestables et sur un corpus de rapports concordants, nationaux et internationaux, qui documentent l'ampleur, la systématicité et l'intention criminelle de ces atrocités. Il ne s'agit pas d'émotion, mais de droit. Pas d'accusation gratuite, mais d'établissement rigoureux des faits. Le débat que nous proposons s'organise autour de 3 axes très concrets. Le premier, c'est cartographier les faits à caractère génocidaire commis en République démocratique du Congo au cours des 30 dernières années. Le second s'agit d'établir l'existence de génocides perpétrés sur notre sol à l'aune des critères reconnus par le droit international. Et le troisième, c'est de mettre en place une architecture de justice transitionnelle adaptée à nos réalités, garantissant vérité, poursuite et réparation. Pourquoi maintenant? Parce que notre génération a la responsabilité de rompre le cycle déni, impunité, récidive. Parce que la prévention exige d'abord la nomination des crimes et la reconnaissance des victimes. Parce que la stabilité de toute une région dépend de la capacité à dire le vrai, à juger le criminel, à réparer l'irréparable et à garantir la non-répétition. À cet égard, nous réaffirmons notre ancrage dans la Convention pour la prévention
et la répression du crime de génocide du 9 décembre 1948 et dans l'ensemble des instruments pertinents du droit international. Notre démarche est conforme à ces principes. Elle vise la vérité, elle exige la justice et elle appelle à la réparation. Mesdames et messieurs, notre appel s'adresse à chacun des acteurs ici présents. Aux États, appuyer l'établissement d'un mécanisme international robuste de vérité et de qualification juridique des crimes, assorti de capacités d'enquête, de préservation des preuves et de coopération judiciaire. Aux organes des Nations Unies et aux organisations régionales, conjuguez vos efforts pour garantir la protection des civils aujourd'hui, la justice pour les victimes hier et des garanties crédibles de non-répétition demain. Aux institutions de justice, nationales, régionales, internationales, faites prévaloir la compétence et la complémentarité afin que nulle zone grise ne subsiste pour l'impunité. Et enfin, à la société civile, aux survivants et aux chercheurs, votre travail de documentation, de mémoire et d'accompagnement est la clé qui ouvre la porte de la reconnaissance et de la réparation. Nous vous rendons hommage. Ce combat n'est dirigé contre aucune communauté. Il est mené pour l'humanité. Reconnaître un génocide, c'est protéger l'avenir en refusant l'oubli et le relativisme. C'est aussi accepter que la paix ne se décrète pas. Elle se bâtit sur la vérité et la justice, dans l'esprit de la réconciliation, avec des mesures concrètes de réparation, de mémoire et de réintégration des victimes dans la vie sociale. En ma qualité de président de la République démocratique du Congo, je prends l'engagement de soutenir toutes les démarches sérieuses et crédibles visant à la reconnaissance des génocides commis sur notre territoire, à l'établissement des responsabilités et à la garantie pour les victimes de leur droit à la vérité, à la justice et à la réparation. Notre main reste tendue pour le travail commun. Notre détermination demeure entière. Je forme le vœu, à la suite de Genève, que de New York s'élève une voix claire afin de ne pas oublier, ne jamais répéter, commencer à guérir. Que cette triple exigence irrigue l'action des institutions, inspire la coopération internationale et honore la mémoire de celles et ceux qui ne sont plus de ce monde et qui n'ont jamais que trop longtemps souffert de l'oubli ainsi que de l'indifférence. Je vous remercie. Chef de l'État, nous allons continuer avec la suite du programme que vous avez. Sur le programme, dans les déclarations inaugurales, nous avons 4 présentateurs. Nous sommes désolés de vous informer qu'il y a 2 personnes qui ne sont pas là. Il y a le professeur, Monsieur Chaloka et Eric Adams, qui est le maire de New York. Nous allons, sans plus tarder, je vais inviter Madame Pramila Patten, la représentante spéciale des Nations Unies sur les violences sexuelles liées au conflit, qui va nous parler des violences sexuelles liées au conflit et construction d'une paix durable en RDC. Madame. Avec elle, tous les rapports qui viennent directement du terrain des affres. Président de la République, distinguée Première Dame, distingués participants, c'est avec une profonde émotion et un sentiment de responsabilité que je prends la parole aujourd'hui.
Le 5 septembre, à l'issue de ces travaux entre mars et août 2025, la mission d'établissement des faits du Haut Commissariat des Nations Unies sur la situation dans les provinces du Nord et Sud Kivu a rendu son rapport. Et il a établi que les violences sexuelles ont atteint un niveau d'une ampleur sans précédent, tant dans leur nombre que dans leur nature, par les groupes armés et dans une totale impunité. Les violences sexuelles ont eu lieu principalement sous forme de viols collectifs. Les cas impliquant des enfants ont triplé en un mois. Même si l'accès à Goma lui a été refusé par le commandement du M23, ce qui l'a empêché de visiter les zones contrôlées par ce groupe, la mission a vérifié plusieurs cas de violences sexuelles perpétrés par le M23. Des victimes violées ou violées collectivement chez elles avec leur mère, fille ou sœur. Des filles enlevées et détenues, parfois pendant des semaines, dans des résidences et des hôtels occupés par des membres du M23, où elles ont été soumises à des viols et autres abus de manière répétée. Des viols collectifs des femmes, des hommes, des garçons et des personnes LGBT dans des résidences privées et centres de détention improvisés du M23, ou encore des viols correctifs. Ces actes ont été répétés sur de longues périodes, souvent accompagnés d'autres actes de torture et mauvais traitements physiques et psychologiques, avec l'intention manifeste de dégrader, de punir et de briser la dignité des victimes. Le dernier rapport annuel du secrétaire général pour la période janvier à décembre 2024 et préparé par mon bureau a aussi confirmé que les groupes armés ont utilisé la violence sexuelle comme tactique pour affirmer leur contrôle sur le territoire et les ressources naturelles. Lors d'une récente visite à Kinshasa pour appuyer les initiatives nationales en matière du droit à la réparation, les prestataires de services de santé m'ont rapporté avoir traité 26 000 cas de violences sexuelles au nord et sud Kivu de janvier à juin 2025. Excellences, Mesdames et Messieurs, cette réalité poignante exige une action urgente et déterminée. Avec tout ce cycle infernal de violence, il importe de poser quelques questions. Que pouvons-nous dire à ces multiples survivantes qui se voient refuser l'accès aux cliniques en raison d'un manque de soins de base et de rupture totale de PEPKIT? Alors que les besoins augmentent, le financement de l'aide vitale est réduit, ce qui met le secteur humanitaire à rude épreuve. Pouvons-nous rester insensibles, sachant que depuis le premier trimestre de cette année, un enfant est violé chaque demi-heure? On se demande pourquoi une telle indifférence. Comment pouvons-nous accepter que les femmes et les filles, souvent déplacées et plusieurs fois, aient à se prostituer pour survivre en vue de l'insécurité alimentaire aiguë? Peut-on oublier ou ignorer cette nuit d'horreur du 27 janvier 2025, où lors de l'attaque de la ville de Goma par les M23, 160 femmes ont été violées par les prisonniers hommes, puis laissées en proie aux flammes, brûlées vives dans leurs cellules de la prison de Muzenze en toute impunité. On parle de survivantes, mais on oublie que nombreuses sont celles qui ne survivent pas. Des cas de femmes tuées après un viol avec une cruauté incompréhensible ont aussi été recensés. Je voudrais saluer le gouvernement qui, face à tous ces défis, continue d'amplifier ses efforts et a récemment actualisé les plans d'action nationaux des FARDC et de la PNC sur la lutte contre les violences sexuelles. Ces efforts viennent s'ajouter au travail important de la justice militaire et les initiatives nationales des réparations aux survivantes des violences sexuelles. Hélas, les cycles des violences à répétition fragilisent ces efforts, sinon les réduisent à néant. Excellences, la manière dont nous affrontons cette crise est le véritable test de notre détermination. Nous ne pouvons pas nous contenter de prononcer des paroles de condamnation, alors que les survivantes manquent de soutien pour continuer leur vie.
Des milliers sont privés d'accès aux soins médicaux, aux soins psychosociaux, au logement et aux recours juridiques. Elles paient le prix de l'impunité. Elles méritent plus que des promesses. Elles méritent protection, assistance, justice et réparation et un avenir sans peur. Pour qu'elles puissent avoir la paix et la tranquillité d'esprit, des services rapides et adaptés doivent les atteindre rapidement et à grande échelle. Il est urgent d'accélérer le paiement des réparations aux survivants et de les associer à ce processus. La justice transitionnelle doit aussi se développer en complémentarité avec la justice pénale, dont les mérites sont indéniables, et doit inclure des mécanismes de recherche de la vérité, de préservation de la mémoire, ainsi que de prévention et de la répétition de tous les crimes, y compris les violences sexuelles liées au conflit. Mon bureau, à travers l'équipe d'experts, demeure pleinement engagé à poursuivre son travail aux côtés des autorités judiciaires et des acteurs de la chaîne pénale. Mesdames et messieurs, la route vers une paix durable en RDC passe inévitablement par l'éradication des violences sexuelles liées au conflit. Nous devons agir ensemble avec détermination et passion et compassion pour réparer les tissus déchirés par la guerre et construire un avenir où chaque Congolaise et chaque Congolais peut vivre en paix et en dignité. J'appelle au respect sans faille des efforts régionaux et internationaux de paix, y compris ceux entrepris à Washington et à Doha. L'appui de la communauté internationale, y compris l'appel urgent et répété de protéger les civils, notamment contre les violences sexuelles, telles que rappelées dans les mandats successifs de la MONUSCO, doit être maintenu. Nous devons faire taire les armes et amplifier la voix des femmes. Nous le devons non seulement aux générations futures, mais aussi aux survivants d'aujourd'hui. Les cicatrices et les traumatismes laissés par les violences sexuelles laissent une ombre profonde. Nous devons persévérer pour apporter à toutes les personnes touchées la lumière de la guérison et de l'espoir. L'urgence d'action est maintenant à notre portée, à tous. Que le corps des victimes cesse d'être un champ de bataille pour devenir un siège de paix, garantissant l'avenir à une génération qui aura retrouvé sa dignité. Je vous remercie pour votre engagement dans cette noble cause. Merci. Merci, Madame Patten. Je vais maintenant inviter Madame Ida Sawyer, directrice de la division crise, conflits et armes à Human Rights Watch, qui va nous parler de la prévention du génocide en RDC, vue des acteurs associatifs, un appel des victimes à la vérité, à la justice et à la responsabilité. Je vais également appeler le technicien parce que je crois qu'il doit remonter le micro. Oui, s'il vous plaît, Madame. Publié sur la situation humanitaire catastrophique en République démocratique du Congo. Donc, ce sont faits. Est-ce qu'on peut distribuer les instruments d'interprétation, s'il vous plaît? Merci Madame Kabamba et je tiens à remercier Son Excellence le Président Tshisekedi, la distinguée Première Dame, l'ambassadeur Mukongo et Fonarev d'avoir convoqué cette importante réunion aujourd'hui et de m'avoir invité à prendre la parole. This event is coming at a critical time for the people of Eastern Congo, and when the need for meaningful justice is as urgent as ever. Just in the past 2 months, the Ugandan-led ISIS-linked Allied Democratic Forces killed more than 40 people, including several children, with guns and machetes during a nighttime church gathering in eastern Congo's Ituri province on July 26th to 27th. Several other children were abducted and remain missing. ADF fighters later killed at least 40 people,
most of them hacked to death, at a funeral ceremony in early September. In North Kivu, the Rwanda-backed M23 armed group summarily executed at least 140 civilians. Thrown into the Rutshuru River. Weapons and ammunition from the Congolese government have harassed, threatened, and abducted and restricted access to services for members of the Banyamulenge community in Uvira and South Kivu. These forces and groups have also been responsible for widespread sexual violence, including gang rapes. This is just a small sample of what we at Human Rights Watch and others have documented recently. As has been the case for much of the past 30 years, the people of Eastern Congo are often with little clarity on who is responsible for their safety. Over 6 million people have been forced to flee their homes and are currently displaced. Many children are out of school, while women and girls face a near constant risk of sexual violence and often do not have access to emergency medical care. Despite the abundantly fertile land, Congo has one of the world's most severe food insecurity crises due to the conflict, with over 3 million people in Eastern Congo in the emergency phase of hunger. And while many local organizations are doing heroic work to try to protect and care for their most vulnerable, international funding cuts have had devastating impacts on people's access to desperately needed humanitarian aid, with only 15% of the humanitarian response plan currently funded. The M23's capture of Goma and Bukavu at the beginning of the year and its control over large parts of North and South Kivu have significantly hampered the delivery of humanitarian aid. A key factor that has allowed these cycles of violence and abuse to continue is an overwhelming culture of impunity. Despite extensive documentation efforts, including the 2010 mapping report detailing serious crimes committed across Congo between 1993 and 2003, the involvement of the International Criminal Court, prosecutions by Congolese military courts, and commitments by President Tshisekedi and Kabila before him to prioritize justice, these efforts have all fallen short. La prosecution n'a ont plutôt par intégration dans l'armée. Sanctioned government allies, funded and armed by the Congolese government. And then when they face new grievances, they often take up arms once again against the government. Many of those responsible for the massacres and other abuses that we at Human Rights Watch have documented over the past several months have long records of involvement in serious crimes. We've seen the same names coming up again and again, often as they move from one armed group to another, or as they integrate into and later defect from the Congolese army. General Baudouin Ngaruye, for example, who's reported to have commanded the M23 fighters responsible for the large-scale killings in Rutshuru this past July, is someone whose crimes my colleagues and I have been documenting since at least 2008, including the recruitment and training of hundreds of children when he was part of a previous Rwanda-backed rebellion, the CNDP, torture, executions, and maiming, especially of women,
when he was an officer in the Congolese army, and other serious violations as part of the first iteration of the M23 rebellion in 2012. Impunity for his past crimes has only fueled the abuses we're seeing now. Abus qu'on voit maintenant. As we've seen with Baudouin and Pendant que nous avons vu dans cette trajectoire un autre élément clé est l'implication continue de l'ex-Rwanda dans la région de l'exploitation illicite des ressources naturelles. Aujourd'hui, partie de l'Est du Congo, oh mon Dieu, je voudrais que le Congo puisse être restauré. La stigmatisation des gens du Congo de l'Est, restriction des médias, les journalistes activistes, l'utilisation par l'intellect, les concerns du manque de crédibilité, le changement de la Constitution. Tous ces facteurs encouragent d'autres à prendre les armes. Donc, ce qui doit se passer maintenant, afin d'adresser ces défis et travailler pour envoyer la fin à ces abus, voici des recommandations. Premièrement, que le Rwanda arrête immédiatement son soutien au M26 et aussi que le gouvernement aussi arrête de supporter les groupes de jeunes, incluant les Rezonado et les FDN. Aussi ceux-là qui supportent les différents éléments de paix. Le gouvernement congolais doit contrairement mettre en place des mécanismes de soutien pouvoir arrêter, faire face ceux-là qui sont responsables des abus doivent faire face à la justice. Le gouvernement congolais doit aussi s'assurer que les armées de force protègent les civils et aident à protéger tous les accès des biens. Il doit aussi avoir une source de développement, de prospérité du pays, pas seulement pour les acteurs essentiels. C'est aussi important d'arrêter la restriction aux médias et aussi contre la discrimination. Des efforts doivent être faits, mais des efforts ne vont pas être faits pour changer la Constitution et démontrer les prochaines élections. Maintenant, pour des étapes pour pouvoir affecter. Demander la prostitution domestique. La Cour internationale de justice a investigué depuis 2004 que les investigations ont amené à l'arrestation de 6 suspects. Les droits de l'homme ont demandé à non seulement adresser la responsabilité des comptes pendant des années, mais aussi les crimes des supérieurs gouvernements. Lors de 2023, l'objectif annoncé l'année dernière pour arrêter l'instabilité au Congo, aussi au nord du Kivu de 2022.
But there are serious C'est un limitations, record pour pouvoir avancer la justice, including because mais il y a des there are limitations à ce qui peut être accompli sized efforts to undermine its parce mandate. que des efforts To address politiques these threats, sont we're urging menés all pour pouvoir ICC members to agir. speak out against the mounting assault by the United States against the ICC and those seeking justice before it, and to urge the U.S. government to revoke its sanctions regime. Nous demandons au gouvernement They should also take concrete steps such as blocking legislations that aim to minimize the effects of extraterritorial sanctions by prohibiting compliance with those sanctions in order to ensure the court can continue its critical work for justice. c'est quoi la clause Next, on domestic prosecutions. sur la protection These courts prosecution domestique. done important work Les in the last 20 Congolais, years. Thanks to the support of the UN, civil society, grâce au support de l'ONU, 130 judgments il have y a plus de 130 jugements qui ont été faits pour les cas internationaux au Congo. Des expertises significantes. But at the same time, these Au domestic même moment, ces efforts domestiques face challenges. continuent de faire face à des défis. The results of the significant Les résultats sont cannot be found une in either the ICC or domestic courts alone. What we would need is needed to fill this gap is the establishment of an internationalized justice mechanism that can complement mécanisme international de justice, courts. Such a la mechanism Cour domestique. Tous ces mécanismes, chambers ces champs judicial system doivent être affectés par des crimes contre l'humanité et des instances. We're very glad to see support in this direction. Nous sommes heureux de voir qu'il y a un soutien du gouvernement congolais et de l'ICC Stakeholders. We believe it's important to keep in mind some guiding principles. pour les principes religieux. Christians should build on the expertise and experience that's already been acquired and complement and add to the work of domestic courts. And L'aide aux cours domestiques actors and representatives of victims et les représentants des victimes discussions as this new mechanism et des discussions afin pendant que les mécanismes sont établis, incluant ceux-là qui ont été faits pendant plusieurs années. Thank you. Merci. Qu'est-ce qu'il raconte? C'est cool. Thank you, Ms. Sawyer. Comme Madame Sawyer a fait sa présentation en anglais, et je suppose qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas eu de problème avec ça, j'ai une petite question pour le président. En 2023, février 2023, j'étais à Cape Town où j'ai assisté à la conférence minière. Et le président, avant de commencer son discours, il a parlé en anglais. Il a dit, My English is not very good. Mais soon it will be good. Maintenant, je demande au président, après 2 ans, how is your English? I think it's good. Yeah, right? Thank you. Maintenant, je vais passer le micro à mon co-modérateur, Monsieur John Victor Nkolo, et je suis honorée d'avoir été à votre service. Merci. Démocratique du Congo, Madame la représentante spéciale du secrétaire général, Excellences, Mesdames et Messieurs, je m'appelle Jean-Victor Nkolo et j'ai le privilège et l'honneur d'être ici aujourd'hui et de prendre la suite de ma sœur Margaret Kabamba. Et j'aurai beaucoup de peine à exceller dans son art. Nous allons, pour des questions de temps, devoir prier tous ceux qui attendaient de visionner
la vidéo sur le Génocost, de se retrouver sur les plateformes des institutions qui ont été impliquées dans l'organisation de cet important événement, car nous n'aurons malheureusement pas le temps ici d'en faire la projection. Nous allons donc ouvrir très rapidement le panel de haut niveau. Et sans plus attendre, je vous prie d'écouter avec la plus grande attention quelqu'un de très important qui va nous parler des faits. Dans notre métier de la communication, il y a le commentaire et les faits. Et ici, le professeur Isidore Ndaiwel va évoquer l'histoire des massacres et aperçu de la cartographie des faits génocidaires en RDC de 1993 à nos jours. Mesdames et messieurs, je vous prie de bien vouloir accueillir le professeur Isidore Ndaiwel. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec mes respectueux hommages déférents. Excellences, Madame la distinguée Première Dame, Excellences, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement de la République, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, Excellences, Mesdames et Messieurs. La République démocratique du Congo, le Congo de Lumumba, a connu dans son histoire deux grandes périodes de massacres de populations à grande échelle. Il s'agit des périodes correspondant chaque fois à l'impératif de grande exploitation de ses ressources naturelles. La première est celle bien connue de la fin du XIXe siècle. À la suite de la découverte du pneu gonflable, le régime léopoldien avait décrété en son temps une grande campagne de récolte du caoutchouc, en fermant totalement les yeux sur les modalités concrètes de cette opération sur terrain. Ainsi, pendant une vingtaine d'années, pour maximiser la production du caoutchouc, les populations du centre du Congo ont-elles vécu un régime de terreur, soumises à des cruautés de type bestial, allant jusqu'à des incendies de villages, des séquestrations des femmes et d'enfants ou des supplices de mutilation des mains. La seconde grande période est celle de la fin du XXe siècle. Elle s'étale encore sous nos yeux, caractérisée par l'exploitation sauvage des ressources naturelles dans l'est du Congo. Une nouvelle conjoncture mondiale s'était en effet imposée dès la fin de la guerre froide. Le primat de l'économie avait transformé le monde en un champ d'action privilégié pour les sociétés multinationales, avec pour conséquence l'affaiblissement des frontières et celui du droit international. C'est dans ce contexte que l'Est du Congo est devenu une cible privilégiée, objet de la ruée mondiale vers des minerais stratégiques en cette ère de l'expansion de la téléphonie cellulaire, de l'engouement pour les véhicules électriques et de la résurgence des conflits mondiaux entre empires. À la fin du XXe siècle, l'agenda politique des pays des Grands Lacs en proie à des crises de démocratisation a constitué une conjoncture favorable. Le possible recyclage du régime de Mobutu était banni. Mais en Ouganda, une nouvelle dynamique politique était en place.
avec l'avènement de Yoweri Museveni en janvier 1986 à la tête du pays. Le Rwanda, ciblé comme porte d'entrée au Congo, était soumis alors à l'effervescence d'une opposition politique dont les assises se trouvaient précisément en Ouganda. Cette opposition avait été identifiée comme capable de servir d'intermédiaire dans ce projet d'exploitation. Mais le soutien à cette dernière revenait inévitablement à prendre position dans un affrontement ethnique séculaire en faveur des Tutsis exilés contre les Hutus au pouvoir. Pour la petite histoire, rappelons ici que depuis le 1er novembre 1959, le Congo avait abrité massivement ces mêmes réfugiés Tutsis. Pendant 35 ans, de 1959 à 1994, ils ont fonctionné dans les institutions politiques, économiques et sociales du pays avant le grand changement qui allait intervenir en 1994, où les réfugiés Tutsis vont être remplacés par des réfugiés Hutus. La conquête militaire du Rwanda par cette opposition en exil a duré exactement 4 ans, de août 1990 à juillet 1994. Quant à la conquête de l'ancien Zaïre, suspecté d'être l'allié du régime Habyarimana et entamée en 1996, elle a laissé tirer dans le temps jusqu'à ce jour. Car la pression internationale d'essence commerciale était venue attiser et conforter une autre ambition, l'ambition séculaire du Rwanda de s'emparer des territoires de l'Est du Congo, particulièrement du Grand Kivu, pour y déployer ses excédents démographiques. Cette pratique avait été entamée en 1927 pour soutenir l'industrie congolaise naissante par une main-d'œuvre rwando-burundaise affectée alors dans le Grand Kivu, l'Ituri et le Katanga. Le mouvement avait été accentué à partir de 1948 par le peuplement massif du Nord Kivu par les immigrés rwandais pour des raisons humanitaires. Ainsi, l'enjeu contemporain de faire main basse sur les minerais stratégiques se doubla de celui de la conquête des espaces. Voilà pourquoi les inévitables violences barbares de l'exploitation des ressources naturelles sont-elles accompagnées d'une opération de destruction des populations autochtones pour réduire leur nombre, pour compromettre leur reproduction et dans l'immédiat pour les obliger à quitter leurs terres et les rendre disponibles pour d'autres occupations. Et c'est ici que réside l'intention génocidaire d'éliminer une espèce humaine se trouvant sur les terres convoitées au profit d'une autre. Excellences, Mesdames et Messieurs, comme on peut le constater, ce second temps de massacre est plus grave que le précédent par sa durée, qui dépasse déjà les 30 ans. Il est encore toujours en cours et il vient d'être consommé entièrement le premier quart du XXIe siècle. Il est plus meurtrier aussi par le degré de cruauté qui l'accompagne, mais aussi par leur étendue sur les 4 provinces les plus peuplées du pays, le nord et le sud Kivu, l'Ituri et le Maniema, avec ramification sur une demi-douzaine d'autres provinces limitrophes. Visiblement, la stratégie adoptée est multiforme. Il s'agit de l'élimination systématique des notables,
chefs coutumiers, pasteurs, évêques, pour priver les populations concernées des points de repère. Il s'agit de la destruction de cette population à grande échelle, y compris de manière artisanale, à la machette ou à la houe. Il s'agit de la combinaison de ces massacres avec des tortures afin d'amener les populations concernées à abandonner massivement leurs habitations et à fuir. Il s'agit de la multiplication des blessures psychologiques par des spectacles de terreur insupportables parce que contre nature. Il s'agit enfin de l'utilisation systématique du viol comme arme de destruction massive, y compris le viol des fillettes, de bébés ou de femmes âgées. Par contamination ou sur commande, ces recettes ignobles ont été adoptées par des intermédiaires ou des complices locaux qui les reproduisent dans le cadre des groupes armés. De là se réalise peu à peu une sorte de pédagogie de la violence à base de cruautés inédites qui envahit l'ensemble du pays, y compris les provinces de l'Ouest et du Centre. En complément du contenu du rapport mapping du Haut Commissariat des Nations Unies sur la décennie 1993-2003, le gouvernement de la République démocratique du Congo, par l'entreprise du FONAREV, a réalisé un début d'inventaire des massacres de population et des atrocités commises à partir de 2003 dans les provinces du Nord Kivu, du Sud Kivu, de l'Ituri et du Maniema, de Tanganyika, du Haut-Katanga, du Kasaï central, du Sud-Ubangi et de Kinshasa. Le résultat est terrifiant. 2039 cas ont été identifiés et documentés sur le terrain. Parmi ceux-ci, 1555 ont été certifiés et qualifiés. Sur ces 150, sur